Est-ce que vous avez déjà entendu parler des Kurdes? C'est un peuple qui vit ici avec un drapeau, une langue et des coutumes, mais pas de pays. Avec 35 millions d'habitants, un territoire de 500 000 m² et une volonté inépuisable d'indépendance, le Kurdistan n'est reconnu par personne. Alors, pourquoi le Kurdistan n'existe pas? Pourquoi les Kurdes sont-ils toujours sans foyer? Pour répondre à cette question, on va explorer l'histoire kurde de la Première Guerre mondiale à aujourd'hui. À la fin, vous saurez les 3 raisons pour lesquelles les Kurdes n'ont toujours pas d'État. Il y a très longtemps, pendant l'Antiquité, la civilisation des Mèdes dominait la région. Les Kurdes considèrent les Mèdes comme leurs ancêtres, ce qui explique pourquoi ils ne se sentent pas vraiment arabes. Et après un bond dans le temps, on arrive au XVIe siècle. Les Kurdes essayent de créer leur propre État, mais ils sont absorbés par l'Empire ottoman, jusqu'à sa chute à la fin de la Première Guerre mondiale. Depuis, les Kurdes sont répartis sur ces 4 pays, la Syrie, l'Irak, l'Iran et la Turquie, où ils luttent pour leur indépendance. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman, c'est tout ce territoire. Mais il n'est pas à son prime, parce qu'il est peu à peu en train de s'écrouler. Comme l'Empire est vaincu lors de la guerre, les vainqueurs lui imposent le traité de Sèvres. C'est un peu l'équivalent du traité de Versailles, mais pour les Ottomans. Et comme pour les Allemands, c'est une énorme humiliation, parce que sous la demande de la France et du Royaume-Uni, ce traité demande à l'Empire de céder tous ses territoires. Et il promet même aux Kurdes d'avoir leur propre territoire. Et oui, sauf que deviendrait l'image de la France si elle tenait ses promesses? Non, en vrai, un nouveau gouvernement a été créé en Turquie avec à sa tête Mustafa Kemal Atatürk, un nationaliste qui refuse de se soumettre aux conditions du traité de Sèvres. Il crée un nouveau parlement turc et mène des guerres contre les puissances occupantes, notamment la Grèce, pour préserver les territoires. Le nouveau gouvernement turc fait donc pression sur les Occidentaux pour renverser les clauses du traité de Sèvres. Ce traité est donc révisé et devient le traité de Lausanne. Sauf que d'un coup, le Kurdistan disparaît dans le traité, ce qui donne à la Turquie les frontières qu'on lui connaît aujourd'hui. Et ça réduit les Kurdes au rang de simple minorité, malgré le fait qu'ils soient le plus grand peuple apatride du monde. À partir de ce moment-là, les Kurdes sont systématiquement discriminés, que ce soit les Kurdes de Turquie, de Syrie, d'Iran ou d'Irak. Par exemple, en Turquie, les Kurdes subissent des déportations qui sont menées pour, je cite, turquifier l'est du pays. Ouh là, ça frôle le nettoyage ethnique tout ça. Et oui Jamy, c'est très limite. Donc des rébellions éclatent en Turquie, mais elles sont réprimées dans le sang. À part ça, les Kurdes d'Iran se soulèvent. Non, ils se révoltent quoi, mais ils sont rapidement écrasés. Ironie du sort, c'est l'armée irakienne qui a aidé son pire ennemi, l'Iran, à repousser les Kurdes iraniens avec l'aide des Kurdes irakiens. Ouais, je sais, c'est compliqué, mais c'est le Moyen-Orient. Mine de rien, cette situation inédite où des Kurdes se combattent montre qu'ils ne sont pas si unis qu'on l'imagine. C'est pour ça qu'on parle de Kurdes de tel ou tel pays, parce qu'ils ont leurs différences. Juste avant de passer à la prochaine partie, il y a un événement important en 1978, c'est la création en Turquie du Parti des travailleurs du Kurdistan, qu'on appelle le PKK. C'est un parti qui milite de manière radicale pour que le gouvernement turc reconnaisse l'identité kurde. Et ils vont même jusqu'à prendre les armes, voire commettre des attentats. Mais dès 1980, la moutarde monte au nez des dirigeants turcs, qui décident de mener une répression brutale contre les Kurdes de Turquie. Ils sont maintenus dans la pauvreté et tout est fait pour effacer leur identité plutôt que de la reconnaître. La situation empire en Irak avec l'arrivée d'un dictateur connu pour sa cruauté, Saddam Hussein. Tout juste arrivé au pouvoir, il profite de la révolution islamique en Iran pour les envahir. Ah bon? Y a quoi au Moyen-Orient? Du pétrole! Bon après, c'est pas la seule raison, mais quand même l'une des principales. Ce coup de folie, ça fait que les deux camps utilisent tous les moyens à leur disposition. Donc oui, ils mobilisent aussi les Kurdes. On a donc à nouveau un affrontement entre Kurdes. Bien sûr, ce n'est pas de leur volonté, mais ça montre encore une fois que les Kurdes ne sont pas aussi unis qu'on le pense, même si certains Kurdes d'Irak vont retourner leur veste et soutenir l'Iran pendant la guerre.
Toujours est-il que Saddam perd la guerre et prend un peu le seum. Beaucoup même. Assez pour punir les Kurdes d'Irak d'avoir soutenu l'Iran pendant la guerre. Il décide donc d'éliminer les Kurdes de son territoire, à l'image du massacre à l'arme chimique d'Al-Habja, où près de 5000 Kurdes ont été tués. Dans les mois qui ont suivi, les massacres ont continué. Au moins 50 000 Kurdes sont morts, probablement bien plus. 90% des villages kurdes ont été détruits. Je revis en permanence le moment où Saddam nous a attaqués avec des armes chimiques. Chaque minute, chaque heure, chaque jour et chaque année. Sans langue de bois, on peut parler de génocide. Pour l'anecdote, 15 millions de mines ont été posées dans la région. Et encore aujourd'hui, c'est l'une des régions les plus minées au monde. Logiquement, les Kurdes nourrissent une haine féroce envers Saddam Hussein et son gouvernement. Et 3 ans plus tard, ils ont enfin l'occasion de se venger. En fait, Saddam enclenche encore une guerre et envahit le Koweït. Le truc, c'est que Saddam fait face à une coalition internationale menée par les États-Unis. Et il perd la guerre. En même temps, fallait s'y attendre. Et les Kurdes, eux, de leur côté, y profitent que le pays soit solide comme du polystyrène pour établir une zone kurde autonome au nord de l'Irak. Après les attentats du 11 septembre, les États-Unis envahissent l'Irak et font tomber Saddam Hussein. Donc ils prennent momentanément le contrôle du pays. À ce moment, avec le soutien des États-Unis, on a cru que les Kurdes auraient enfin leur propre pays. Mais pas du tout. Les États-Unis sont partis aussi vite qu'ils sont arrivés et ont abandonné les Kurdes, en plus d'avoir ravagé la région. Ouais, donc en gros, les Kurdes, ils ont été bien utilisés par les États-Unis. Et oui, Jamy, mais ils ont quand même profité que le pays soit déstabilisé pour consolider leur autonomie au nord de l'Irak. Et c'est aussi à ce moment qu'est créé le GRK, le gouvernement régional du Kurdistan. Donc, en gros, il y a un Kurdistan autonome avec son gouvernement, même si ça concerne seulement les Kurdes d'Irak. Et ça a donné l'exemple aux autres Kurdes qui ont aussi tenté de s'imposer dans leur pays. Ouais, parce qu'en Syrie, des membres syriens du PKK fondent le PYD, le parti de l'Union démocratique. Ce parti est lié au PKK turc, ce qui va causer des problèmes par la suite. On avance de quelques années et on est en 2010. Cette année ont lieu les printemps arabes. En gros, c'est une série de soulèvements populaires dans les pays arabes qui visent en partie à renverser les régimes autoritaires. Le cas qui nous intéresse, c'est la Syrie. D'ailleurs, est-ce que vous savez qui était le dictateur à cette époque et qui l'est encore aujourd'hui, accessoirement? Ouais, c'est Bachar al-Assad. Et le peuple syrien en a marre de lui, donc il décide de le foutre dehors. Mais c'est pas si simple que ça, parce que Bachar est prêt à tout pour rester au pouvoir, y compris utiliser des armes chimiques sur sa propre population. C'est le Moyen-Orient! Bon, en gros, la guerre éclate. Le régime syrien ne peut pas couvrir tout son territoire et décide de se concentrer sur les principales villes, donc de délaisser le nord. Le PYD et des Kurdes en profitent pour s'installer dans cette zone qu'ils appellent le Rojava. Donc en fait, c'est un énorme bordel. En Syrie, il y a des groupes rebelles qui luttent contre le régime de Bachar. Ces rebelles sont alliés à la Turquie. Les autorités turques, elles, luttent contre le PKK qui est lié au PYD. Et en plus de ça, il y a d'autres groupes rebelles qui vont se réunir pour former l'État islamique. Eux, ils veulent un territoire entre la Syrie et l'Irak. Et en Irak, il y a toujours le GRK. Bref, c'est le Moyen-Orient! Nous, on va se concentrer sur les Kurdes du Rojava. Leur installation dans ce territoire est vue d'un mauvais œil par la Turquie et aussi le GRK, qui a de bonnes relations avec la Turquie, ainsi que de grosses différences idéologiques avec le PYD. Pour l'anecdote, le PYD est plutôt en avance concernant les droits humains. Ils mettent en place un système de gouvernement locaux avec une constitution qui protège tous les citoyens, peu importe leur ethnie. Ils défendent aussi l'égalité des sexes, même dans l'armée. Dans la guerre en Syrie, les forces du PYD et du PKK combattent Daesh ensemble. Vu qu'il y a une coalition internationale contre cette organisation, les États-Unis arment et soutiennent les Kurdes syriens qui prennent l'avantage dans les combats. Alors forcément, quand les Kurdes du côté syrien gagnent en puissance et en autonomie, le gouvernement turc voit monter une menace. En plus, Erdogan a bien le seum parce que lors des législatives, son parti n'a pas eu la majorité absolue. Et c'est à cause d'un parti kurde, le HDP, qui a obtenu 14% des suffrages.
Donc le dirigeant turc est obligé de s'allier à l'extrême droite, totalement opposée à toute reconnaissance des Kurdes. Évidemment, les Kurdes de Turquie kiffent pas vraiment. S'ensuit alors une série d'insurrections du PKK sauvagement réprimées par les autorités turques. Et ça cause plus de 2000 morts. Le PKK commet alors plusieurs attentats meurtriers en Turquie. Ah oui, on n'a pas précisé, mais le PKK est considéré comme une organisation terroriste par la plupart des pays. Mais après ça, la Turquie ne s'arrête pas et lance une opération militaire en Syrie sans aucun mandat international. Officiellement, c'est pour attaquer l'État islamique, mais dans les faits, ils vont aussi s'en prendre un peu aux Kurdes. Ouais, parce qu'en fait, la Turquie a vraiment peur que le Rojava serve de base arrière pour le PKK. Pendant ce temps-là, les Kurdes continuent de lutter contre Daesh et en 2017, ils font tomber Raqqa, la capitale autoproclamée de Daesh. C'est une victoire importante pour les Kurdes, mais elle va avoir un effet boomerang. Avec la chute de cet ennemi commun, les Kurdes perdent de leur utilité aux yeux des Occidentaux. Et en 2019, retour au point de départ. Trump annonce le retrait des troupes américaines qui appuyaient jusqu'alors les Kurdes. Il n'avait plus intérêt à les soutenir. Syria wants to fight for their land. That's up to Turkey and Syria, as it has been for hundreds of years they've been fighting. Turkey, Syria, and all forms of the Kurds have been fighting for centuries. Les Kurdes se retrouvent donc solo comme avant contre les pays arabes. Et ça, c'est aussi une des raisons qui explique que les Kurdes n'ont pas de pays. Ils ne sont soutenus par aucun allié puissant, mais ils sont utilisés par les grandes puissances quand cela sert leurs intérêts, puis ils sont lâchés une fois qu'ils ont fait le sale boulot. Donc là, les Kurdes syriens sont ultra vulnérables. Le retrait des troupes américaines résonne comme un feu vert permettant à Erdogan de multiplier les attaques dans le Rojava. Le dirigeant turc veut créer une zone tampon le long de sa frontière avec la Syrie. Il veille déporter 3 millions de réfugiés installés sur son territoire. Si vous avez bien suivi, vous aurez remarqué les 3 raisons principales pour lesquelles les Kurdes n'ont toujours pas d'État. Bien évidemment, ils sont totalement abandonnés par les grandes puissances, en particulier les États-Unis, qui se sont bien foutus de leur gueule. En plus, ils se heurtent à une opposition pragmatique des pays voisins, qui ne veulent évidemment rien céder. Et pour ne rien arranger, on a bien insisté là-dessus, les Kurdes sont loin d'être unis. Tous les groupes kurdes ont des idées différentes, alors pour toutes ces raisons, même si on n'a pas fini d'entendre parler des Kurdes, on n'est pas prêt d'apprendre que le Kurdistan est devenu indépendant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ciao.